Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une démonstration d'un outil qui permet de gérer les évolutions, les versions de produits, leur plan de release, les end of life, quand est-ce que c'est en long support, ce genre de choses. Donc je vais commencer par utiliser un outil en ligne de commande qui est très pratique. Et aujourd'hui ce qui va nous intéresser, ça va être Neo4j. Donc en fait pour ça c'est un outil qui est tout simple et très efficace. Je dis voilà, end of life Neo4j, et il va me dire que la version actuelle, le dernier cycle, c'est la 5.3, que le cycle a été lancé le 15 décembre 2022, que sa dernière version est la 5.3.0, qui elle a été réalisée le 15 décembre 2022. Donc quand il y aura la 5.3.1, la datus release aura avancé, mais la release elle n'aura pas avancé, et on n'est pas en end of life. Alors comment est-ce que cet outil fait pour marcher et quel est le miracle derrière ça? Évidemment, il n'y a pas de miracle. Donc tout ça c'est possible grâce à ce site. Et si je vais en mode web, je vais retrouver les mêmes informations que j'avais ici. Voilà. Également, vous voyez qu'il y a une liste de produits qui est très importante à gauche. Donc, je vais pouvoir retrouver en gros tous ces produits. Si je fais ça, voilà, donc je vais retrouver les produits que j'ai à gauche ici dans le terminal. Comment est-ce que tout ça est possible? C'est possible parce que derrière il y a un projet. Et comment ça se fait que Neo4j est arrivé? Quel est le processus qui permet d'avoir tous ces éléments? Bien, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en fait généralement on fait une issue, on demande un produit, on donne des éléments, le plus d'éléments possible, et après on peut être invité à contribuer. Donc personnellement c'est ce que j'ai fait ma pull request, et à la fin d'un processus de modération on arrive à ce que la pull request soit mergée et que donc finalement les données soient disponibles. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de prendre ces données là de version de produits de Neo4j et de les stocker directement dans Neo4j pour par exemple faire de la gestion de end of life. Alors pour faire ce genre de choses, on va se reposer sur l'API, puisqu'il y a une API qui est bien décrite et qui est assez simple et qui tourne autour de deux éléments centraux: les produits. Donc les produits, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça, et les cycles. Donc le cycle en gros ce sont les versions, si on veut faire rapide. Voilà. Avec qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Ici on retrouve les éléments, et si je viens ici pour illustrer le propos, voilà, on retrouve les éléments comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va charger ça dans une base de données Neo4j. Donc pour ça je vais venir sur l'article qui est pour l'instant encore en mode draft. Donc on va utiliser du Cypher et la librairie APOC qui est chargée par défaut sur une base de données qui s'appelle AuraDB. Donc AuraDB c'est une distribution de Neo4j qui est cloud, et selon certaines contraintes de volumétrie, vous allez pouvoir y avoir accès de manière gratuite. Donc là c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais créer une nouvelle instance. Je vais copier le mot de passe. Voilà. Donc j'ai copié le mot de passe. Et je lance la création de ma base. Donc déjà la première chose qu'on va voir, c'est que bon bien sûr l'instance c'est une instance gratuite, qu'on va être dans une version majeure en version 5 pour Neo4j, et qu'on va nous indiquer les conditions de gratuité. Donc là sur la version gratuite,
on a droit à 200 000 nœuds. Pour l'instant, on n'a rien consommé. Et en relation, 400 000. Voilà. Donc là, la base est en cours de création. Et à la fin du processus, on va avoir une URL de connexion. Ce qui fait que si vous voulez l'attaquer depuis votre poste ou pour faire des intégrations diverses depuis un autre serveur, c'est tout à fait possible. Il suffira d'utiliser l'URL de connexion et le mot de passe qu'on a mis au chaud. Donc je vais juste faire un petit peu de ménage. On va se positionner sur la partie script et on va laisser la base se déployer. Donc on a attendu, oui, peut-être 1 ou 2 minutes. Et ça y est, la base est en mode running. Comme je vous l'avais dit, ici on a l'URL de connexion qu'on ne va pas utiliser, on va tout faire directement. Et on va se positionner pour passer des requêtes. Donc là, on ouvre le navigateur. Je mets le mot de passe. Ça y est. Et là, on est connecté. Donc, la première chose, c'est qu'on va lui demander dans quelle version est cette instance Aura. Donc, pour cela, il y a des procédures. Voilà. Donc, on est en 5.3 avec, comme on dit, une flavor Aura, parce que c'est une version un peu spéciale. Et dans un mode Enterprise, la seule limitation, donc c'est le nombre de nœuds et de relations auxquels on a droit. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va changer tous les produits. Tous les produits, donc juste pour rappel, tous les produits, c'est ça. Mais tous les produits en version API, c'est ça. Donc là, grâce à la procédure APOC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper tous ces éléments et qu'on va créer des entités qui s'appellent EOL Product. Donc c'est parti. Et là, via APOC, on va interroger l'API et charger directement en base de données. Voilà, 198 labels. Donc ça veut dire qu'on a chargé 198 produits. Ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va mettre de la contrainte. Donc les produits doivent être uniques. Donc espérons que ça passe. Oui, ça passe. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme produit. Voilà, donc là je les affiche de manière graphique. On peut les avoir de manière tabulaire, mais là ce que je voulais vous montrer surtout c'était la version graphique, avec quelques petits enrichissements. Donc là je vais zoomer au hasard. Hein. Voilà, donc là on a le produit. Et lors de la phase de load, en fait, je suis venu enrichir avec l'URL puisqu'elle est prédictive. Donc si je vais sur cette URL, je vais retomber sur la page web. Donc c'est pratique. Sur la page web, on a des éléments contextuels qui sont pour les êtres humains, on va dire. Donc voilà, là on a chargé tous les produits. Et effectivement, si on regarde le schéma de la base de données, bon il n'est pas super passionnant. On a End of Life Product. On a 198 nœuds et voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. On va passer aux choses un petit peu plus intéressantes. Maintenant, je vais charger tout ce qui est en rapport avec les cycles. Donc, si je vais regarder à quoi ça correspond, on va aller regarder le source, le JSON. Et là, on va retrouver ces éléments-là qui, si nécessaire, on retrouve ici, puisque cet outil-là vient consommer directement cette API-là. Donc là, on va retrouver les éléments ici, et sous une forme différente. Donc, c'est parti. Et une fois qu'on aura chargé tout ça, on va venir lier les cycles, donc les versions, avec les produits. Donc en gros, on va dire chaque cycle est un cycle d'un produit. Et on va retourner le résultat.
Donc entre-temps, voilà, la procédure s'est terminée. Je fais le ménage. Là, il fait le lien. Donc, il a fait le lien. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça donne au final. Ah, ce qu'on va faire également, on va regarder maintenant le schéma de la base. Voilà. Donc là, on a juste un petit... on va juste changer le mapping. Voilà. On va peut-être grossir le nœud pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc on a un cycle d'un produit qui dépend d'un produit. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et maintenant, on va aller voir dans le cas de Neo4j, qu'est-ce que ça raconte. On va mettre en full. Ici, on va remettre le cycle, par exemple, ou le latest. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que la toute dernière version ici, c'est la 5.3. Donc on a bien une version 5.3 qui est sur Neo4j. On a la 5.2, on a la 4.4. Sauf que là maintenant on interagit avec de la donnée. Et juste pour voir, voilà. Donc là on l'a en mode terminal. Et là, on l'a en mode base de données, cipher, graphique, interopérable, et puis après, on peut rajouter plein de choses autour. On peut faire du contrôle de version, on peut faire beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est celle de vos besoins et de vos ressources en temps. On va creuser un tout petit peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Bloom. Donc Bloom, c'est un outil de visualisation. Donc on va aller explorer rapidement avec Bloom. Donc je me connecte à la base, je m'authentifie. Donc je vais créer une perspective. Donc là déjà on voit qu'il y a deux labels, c'est-à-dire on a les cycles et les produits, on a presque 2000 nœuds de produits et on a une seule relation. Effectivement la relation c'est qu'une version est attachée à un produit. On va créer une perspective. Voilà. Et ce que je vais aller regarder, ça va être un product. Mais sachant que le nom c'est Neo4j. Voilà. Donc je me positionne sur Neo4j et ensuite je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Donc bon, de toute façon il n'y a qu'un seul type de relation. Donc je viens les étendre. Cette fois-ci, je l'ai fait dans Bloom. Dans Bloom, il y a beaucoup d'autres possibilités. On peut faire du style, on peut faire énormément de choses. Mais vous voyez qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités que sur l'Explorer, et surtout les mêmes contenus, puisque c'est exactement la même base de données. Voilà, ça clôt la démonstration de l'intégration. Donc là, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que ensuite, je vais détruire ma base de données. Donc pour ça, j'efface. Voilà, la base va être détruite en direct. C'est fait.
En conclusion, moi ce que je vous conseille, c'est de venir regarder si vous êtes intéressé par ce genre d'intégration et surtout de la gestion des releases des produits que vous utilisez. Venez regarder un peu ce qui existe ici. Par exemple, on peut faire la même chose avec Postgre. Moi qui suis un fan de PostgreSQL, voilà, je trouve mon bonheur ici. Et également, côté source, personnellement, je regarde toute l'activité. Comme ça, je suis au courant de l'arrivée de nouveaux produits, de discussions, et éventuellement aussi de discussions autour de l'API. Les échanges sont assez riches et il y a pas mal d'évolutions qui vont arriver en 2023 autour de l'API pour avoir de nouvelles fonctionnalités, pouvoir faire des intégrations plus intéressantes et mieux gérer en fait tous les produits que vous utilisez au quotidien. Voilà, il y en a pas mal qui sont dans le pipe, donc la prochaine en ce qui me concerne, ça va être d'intégrer Kafka. Voilà, donc ça reste à faire. Et puis voilà, après c'est à vous de jouer. Donc ça clôt la démonstration. Et puis si vous avez aimé la démarche, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à venir commenter sur le contenu. Et si vous aimez ce genre de contenu, également ce que vous pouvez faire, c'est soit venir me follower sur Devto, soit tout simplement vous abonner à l'organisation sur laquelle on poste régulièrement des contenus de ce genre-là. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.